Bonjour, bienvenue au podcast Agile BIM. Aujourd'hui on va parler du travail par cycle, par itération courte. On va voir pourquoi c'est intéressant de travailler par itération, par cycle, comme le proposent les approches agiles. Est-ce qu'on le fait déjà d'ailleurs? On va voir comment on structure en fait la temporalité des projets en architecture. Et enfin, on va donner des pistes pour découper les tâches à faire de manière à qu'elles soient intégrées dans des cycles courts. Donc ce concept est promu par la plupart des approches agiles, donc que ce soit le Kanban, le Scrum, le Lean. Et donc l'objectif principal est de limiter le temps entre le moment où on travaille sur quelque chose et le moment où on a un retour sur cette même chose. Donc ce qu'ils appellent en anglais le feedback loop, la boucle de retour. Pourquoi? Car en fait on se rend compte dans la pratique que le retour, l'avis du client, en fait, c'est quelque chose de fondamental pour avoir un projet qui corresponde aux attentes. Et pour le fait de faire participer l'ensemble des équipes, donc que ça soit le maître d'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur, l'entreprise de construction, à tous les moments du projet, c'est quelque chose de fondamental pour partager les connaissances et pour réduire finalement la complexité du projet en trouvant tout de suite les solutions qui sont le plus adaptées au client et le plus simple à mettre en œuvre. Donc actuellement en architecture, c'est notamment en France, c'est commun de travailler par phase. Donc on a souvent les phases esquisse, phases concours, donc ça c'est les phases où on conçoit le projet, les grandes lignes du projet. Après on a les phases AVP, avant-projet détaillé, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, puis DCE. Donc DCE, c'est le moment où on conçoit les détails techniques pour préparer le dossier d'appel d'offres pour les entreprises. Puis on a la gestion des appels d'offres, le chantier et la réception du chantier en fait. En gros, c'est les grosses phases. Alors ça dépend évidemment. Le chantier, la durée des phases est un peu variable, mais bon, on peut dire qu'en phase conception, chaque phase dure environ 3 mois. Donc ces phases, donc entre ces phases, il y a souvent comme vous le savez sûrement, des réunions intermédiaires, donc que ce soit des échanges par mail, mais aussi des réunions physiques, sur en général des points particuliers. On parle, je sais pas, de la structure, du parking, de tel aspect du programme. Voilà, donc on a déjà finalement un découpage en phase, on voit le client régulièrement, donc vous allez me dire, pourquoi on n'irait plus loin? C'est une excellente question et justement mon opinion c'est que la méthode agile appliquée à l'architecture devrait s'appuyer sur ces cycles existants, donc le cycle interréunion, mais en changeant un petit peu la manière de faire, dans le sens où il faudrait déjà être plus transparent sur l'état où on se trouve. C'est-à-dire, au lieu de donner des rendus spécifiques, donner des documents spécifiques à l'objet que l'on traite, avoir un accès peut-être pas permanent, mais en tout cas régulier par le maître d'ouvrage ou par les parties prenantes de l'état du projet. Après, il y a une notion de découper des tâches de manière à réduire leur complexité et avoir des validations au fil de l'eau. Donc par exemple, je prends une tâche d'un bâtiment de logement, par exemple, la définition des parkings. Donc souvent les parkings, c'est quelque chose d'assez structurant, de très technique, lié à l'ingénierie, parce qu'il y a des passages de poutres, il y a des interdistances de poteaux qui vont déterminer toute la structure du bâtiment en haut, et qui sont économiquement très importantes pour le client, parce qu'il a des nécessités de faire tant de places de parking dans le programme, et donc c'est quelque chose sur lequel il va être assez attentif. Donc si on prend juste cet aspect-là, ça peut être une tâche découpable dans un cycle court.
Donc dans la méthode agile, souvent on n'utilise pas forcément le terme tâche, mais le terme user story, c'est-à-dire une histoire utilisateur. La différence entre les deux, c'est que les tâches, en fait, elles peuvent, c'est n'importe quelle chose que l'on doit faire, tandis qu'une user stories, en fait, c'est orienté vers l'avantage pour l'utilisateur. Donc par exemple dans ce cas-là, on a calé le plan de parking. Donc l'avantage pour l'utilisateur, il voit tout de suite la conséquence sur son bâtiment, mais ça induit un certain nombre de tâches techniques. Donc par exemple le fait de calculer la structure, de faire un pré-calcul de structure qui donne une interdistance de poteaux, etc. Donc ça c'est toute une série de sous-tâches, de tâches qui permettent d'arriver au résultat, avoir calé le plan de parking et avoir la validation du client sur le calage du plan de parking. Donc cette user story là, donc le calage du plan de parking peut s'étaler sur plusieurs itérations, pour employer plus les vocabulaires de l'une des méthodes agiles qui s'appelle le Scrum, plusieurs sprints. Donc on peut la découper parce que le calage du plan de parking par exemple, il y a différents niveaux. On peut caler d'abord la position des places, c'est-à-dire avoir grosso modo la position des places, l'entrée dans le parking, les grandes circulations. Après on peut aller plus loin, ok on a un parking calé, mais maintenant il faut bien tenir le bâtiment au-dessus, donc il faut caler les poteaux, etc. On peut avoir la gestion de l'évacuation, la gestion de l'incendie, voilà, c'est cette... alors pour le coup, là je vais employer encore un autre terme, il y a les tâches, il y a les user stories, et après il y a une autre notion qu'on appelle les épiques, donc dans la épopée en français, dans le Scrum. Donc une épique, c'est un groupe de user stories. Donc là, on serait typiquement dans l'épique parking, donc parce que c'est une grosse chose, ça ne se traite pas en une user story. Mais donc on pourrait suivre sur plusieurs itérations. Après, pour faire le découpage, ce qu'il faut, en fait, c'est arriver toujours sur ses pieds. C'est-à-dire que l'étape de l'itération doit avoir du sens pour le client. Elle doit être testable, entre guillemets. Donc ça, c'est le terme utilisé pour les développeurs et ça a beaucoup de sens pour eux. Pour l'architecture, on va dire, on peut employer le terme évaluable, par exemple. Même si on peut aussi introduire la notion de test, mais ça on le verra dans un autre épisode. Donc ça doit être évaluable, c'est-à-dire idéalement il faut faire un rendu qui ait du sens pour le client. C'est moins bien de faire quelque chose qui est purement technique. Si on a des choses techniques à faire, le mieux c'est de l'intégrer dans quelque chose qui a du sens pour le client. Pourquoi ? Pour éviter de faire des choses qui sont techniquement bien mais pas forcément indispensables, dont tout pourrait éventuellement se passer, mais aussi pour justifier vis-à-vis du client le temps travaillé pour que c'est du sens pour le client. Après, évidemment, on voudrait tout mettre, le client nous incite à en mettre beaucoup, mais c'est là où il faut peut-être mettre le haut là et dire nous notre capacité elle est limitée, donc c'est intéressant de prioriser les tâches qui sont les plus importantes pour les mettre dans l'itération en cours. Pourquoi ? Parce qu'elles influent sur les autres. Une tâche plus importante, donc si elle est livrée en premier, elle peut avoir une influence sur ce que pense le maître d'ouvrage. Ça peut éventuellement faire annuler d'autres tâches parce que on se rend compte qu'avec ça en place, finalement la deuxième demande n'était pas nécessaire. Mais aussi ça peut être des tâches bloquantes, des tâches qui par exemple bloquent une autre partie prenante comme l'ingénieur ou l'économiste et qui une fois livrées vont libérer des hypothèses, donc du coup simplifier le projet. Donc voilà, on a fait un peu le tour de manière peut-être un peu désordonnée, mais bon, on s'y retrouve quand même, j'espère, sur comment découper des tâches, des user stories dans des cycles courts. Donc un cycle court, pour être plus concret, ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est à vous de définir, en coordination avec le client évidemment. Et donc le cycle court, si on reprend le principe des phases, donc on n'est pas obligé de revenir totalement sur les phases,
Mais l'idée c'est de rendre ça beaucoup plus granulaire et d'avoir des rendus presque comme des rendus de phase, mais par contre tous les 2 semaines. Comme ça finalement il y a moins le stress de rendre le DCE puisqu'on le rend toutes les 2 semaines et qu'on a des retours toutes les 2 semaines. Donc les grands avantages de fonctionner par cycle court, c'est de réduire le risque, c'est-à-dire qu'on valide les choses avec le client au fil de l'eau. Donc finalement le seul risque qu'on prend, c'est d'avoir fait des choses qui ne correspondent pas ou qui sont à côté de la plaque pendant 2 semaines, mais bon, c'est juste 2 semaines, c'est pas 3 mois. Ça permet d'adapter le programme au fil de l'eau parce que finalement un programme papier, donc le client il a pris vraiment du temps pour le faire, il a pris de la bonne volonté, mais du papier ça reste du papier. C'est-à-dire qu'avant de voir les choses faites, réalisées, conçues en 3D, on ne peut pas imaginer tout. Et aussi il y a la variabilité donc, qui est consubstantielle à notre époque, mais qui est, vu l'incertitude flottant partout, mais qui est de toute manière normale hein, dans la vie. Les choses changent et le maître d'ouvrage il peut visiter un chantier à tel endroit et voir tiens là il y a une solution, elle est vraiment intéressante. Mince, j'ai fait mon programme il y a 3 mois, qu'est-ce que je fais il y a 6 mois même, qu'est-ce que je fais non tant pis, ou est-ce que j'essaie quand même de le mettre dans le programme. Donc ça c'est dans une sens d'adaptation du programme, mais on peut aussi voir dans l'autre sens, c'est-à-dire il y a des éléments du programme qui sont surdimensionnés, le budget tient pas, il faut prendre des décisions et ces décisions c'est bien qu'elles soient prises au fil de l'eau et non qu'on attende pendant 2 mois, 3 mois la validation du maître d'ouvrage de choses que tout le monde de toute manière ont vu parce que on voyait bien que l'enveloppe était insuffisante. Ça c'est un autre aspect. Et un aspect encore, c'est de faire participer l'ensemble des parties prenantes, donc des gens qui ont son mot à dire, qui ont leur mot à dire sur ce dont on est en train de travailler. Comme par exemple le parking, ça fait intervenir le client, l'ingénieur, l'architecte. Et donc, il faut réunir ces gens-là régulièrement. On ne peut pas travailler en cascade, c'est le terme qui est utilisé en informatique par exemple. C'est-à-dire l'architecte travaille sur son hypothèse de parking pendant 1 mois, après il le passe à l'ingénieur qui le valide, après le client finit par le valider au bout de 3 mois. Alors que la validation, quand on travaille en cycle court, on doit l'avoir au fil de l'eau toutes les 2 semaines. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé cette partie, que ça vous a donné envie de travailler en cycle court. Et je suis vraiment preneur pour avoir vos retours, notamment sur les mises en pratique de ces expériences. J'anime un site et une communauté donc avec d'autres, mais qui s'appelle agilebim.org. Donc nous organisons régulièrement des meet-up pour se rencontrer sur Paris. Et d'autre part, je suis cofondateur de l'application collaborative pour l'architecture qui s'appelle Brix. Donc vous pouvez retrouver à l'adresse brixab.io. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour un nouvel épisode de AgileBim.